Merci à vous d'être venus. Merci à l'Alliance française d'Oxford pour l'invitation. Et je suis très ravi d'être ici, et surtout en conversation avec quelqu'un que j'estime énormément et avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans ici à Oxford entre 2015 et 2018. Alors peut-être j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur la question qu'est-ce qui se passe quand la langue française arrive dans un environnement culturel, par la colonisation notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours dans les sociétés locales, on a toujours des cultures, on a toujours des langues préexistantes. D'accord ? Donc, pour vous donner, par exemple, à titre d'exemple, on a parlé, je pense Jeanne tout à l'heure a mentionné l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, sur laquelle on travaille, est une région extrêmement riche, extrêmement diversifiée, à la fois sur le plan culturel, mais aussi sur le plan linguistique. Donc, par exemple, le paysage linguistique au Maghreb est très très complexe. Donc on a d'une part, on peut dire ce qu'on appelle, je vais utiliser un terme un peu savant, le phénomène de diglossie. Alors qu'est-ce que ça veut dire la diglossie ? C'est le fait que la langue parlée dans les sociétés maghrébines, à savoir le marocain, l'algérien, le tunisien, d'accord ? Donc c'est un arabe, c'est une langue arabe, mais qui est différente de la langue arabe écrite. D'accord ? Et souvent, dans la conception des gens, dans leur rapport à la langue, on a une langue qui est supérieure, hiérarchiquement, plus importante ou supérieure, ou dite plus prestigieuse qu'une autre. D'accord ? D'où cette situation de diglossie. Et en plus, cette situation de diglossie, elle est encore plus complexe du fait de l'existence d'autres langues, notamment les langues amazighes ou les langues berbères. D'accord ? Et donc on a cette rencontre de langues qui est extrêmement riche, et on a bien évidemment les langues étrangères, entre guillemets, qui arrivent. Hein, donc il y a le français, l'espagnol, l'anglais notamment. Et donc on a ce croisement, et on a ces rapports, et on a cette interaction et ces frottements qui se font entre ces différentes langues. Il m'a semblé que c'était très intéressant de rappeler peut-être le contexte dans lequel se déroule cette rencontre. Et chaque langue, elle a un imaginaire, elle a une image, elle a une perception, elle a une réputation, elle a un certain mode d'utilisation qu'une autre langue peut venir perturber ou bousculer. Alors pourquoi on écrit en français ? Parce que je pense que c'est une question qui revient assez souvent chez les écrivains francophones. Alors, bien évidemment, comme disait Jane à l'instant, il y a le défi de s'approprier cette langue, d'accord ? C'est-à-dire que, en tant qu'écrivain francophone ou écrivain dans un pays, dans un environnement qui a été anciennement colonisé, le colonisateur est parti, nous avons eu notre indépendance, mais on doit s'approprier cette langue française, c'est-à-dire on doit dire que cette langue nous appartient désormais. C'est-à-dire c'est plus la langue de la France, mais c'est la langue française du Marocain, de l'Algérien, du Tunisien. Alors, la question sera ouverte. Est-ce que dans quelle mesure ce processus d'appropriation est réussi ou pas ? C'est ça la question. Est-ce que la langue française reste finalement un outil de la France, plus ou moins, ou est-ce que le processus d'appropriation est menée à terme et elle devient quelque part une langue locale, une langue marocaine, aussi autant marocaine qu'algérienne, tunisienne ou africaine ou subsaharienne, etc. Alors souvent les écrivains qui écrivent en français, ils ont un rapport avec la France et avec la littérature française. La plupart ont été souvent à des écoles françaises, ou alors ils ont étudié ou lu des écrivains français pendant de nombreuses années. Donc ils ont été nourris un petit peu par cet imaginaire dont je parlais tout à l'heure, qui est associé à la langue. Alors j'avais une petite citation d'un grand penseur marocain que Jeanne a mentionné tout à l'heure, sur lequel on a travaillé avec Jane, qui est Abdelkebir Khatibi, et qui va rejoindre un petit peu ce que disait Jane tout à l'heure. Alors il dit, de manière très provocante, il dit, je cite, « La langue française n'est pas la langue française. Elle est plus ou moins toutes les langues, internes et externes, qui la font et la défont. » Alors,
la langue française n'est pas la langue française, il y a cette idée que c'est pas juste la langue que la France nous a laissée, en fait. D'accord ? Le français, c'est pas le français que je suis en train de parler actuellement. C'est autre chose que ça. C'est quelque chose d'un peu plus profond. C'est un français que je parle, que j'écris, mais que je vais écrire à ma manière. D'accord ? En mettant de l'imaginaire, de la culture, des influences, etc. Et je vais le façonner, le faire et le défaire. Alors faire et défaire une langue, c'est très intéressant parce que on voit comment on fait une langue en mettant des mots, en construisant des phrases, des images, des métaphores. Mais alors, comme disait Jane tout à l'heure, il y a beaucoup d'écrivains aussi qui ont défait la langue. Ça veut dire qu'ils ont déconstruit cette langue. Cette manière de casser le rythme, de briser la phrase, d'utiliser des mots qu'on n'a jamais vus, des termes très techniques, de montrer qu'on maîtrise la langue française à sa manière. Ou alors en introduisant des mots d'autres langues, comme l'arabe par exemple, mais il y a d'autres exemples. Alors là-dessus, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce qu'on voit souvent chez les écrivains, par exemple, maghrébins qui écrivent en français, francophones. Dans leurs œuvres, il y en a beaucoup qui utilisent des termes en arabe ou des termes étrangers. Et souvent, il y a la question, est-ce qu'ils doivent traduire ces termes ou pas du tout? Alors c'est une question très importante. Ça veut dire, un écrivain francophone, quand il écrit un texte en français et qu'il met un terme en arabe, par exemple, est-ce qu'il doit tout de suite mettre l'explication du mot ou plutôt laisser ce mot comme ça, inconnu, inexplicable, et demander aux lecteurs et aux lectrices d'aller se renseigner ou d'aller chercher? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez regardé un petit peu les littératures francophones, mais souvent, dans certains romans par exemple, ou de certains recueils de poésie ou certains textes, on va trouver un glossaire, ce qu'on appelle un glossaire à la fin du livre, c'est-à-dire une sorte de dictionnaire, d'accord ? Le dictionnaire des mots étrangers. Alors, il y en a qui estiment que c'est nécessaire, que c'est important de traduire, mais il y en a qui refusent de le faire, et qui disent non, c'est au lecteur d'aller se renseigner, et je n'ai pas à expliquer ces termes-là. Donc je voulais donner cet exemple-là parce qu'il est très intéressant du point de vue de la manière dont la rencontre et le frottement entre les langues peut être transmis ou pas, expliqué ou pas au lecteur. Alors, je parlais tout à l'heure donc de cette situation de diglossie qui est importante. On peut parler aussi de polyglossie, dans le sens où il y a, comme je disais tout à l'heure, par exemple au Maghreb, il y a beaucoup de langues qui sont en contact les unes avec les autres. D'accord ? Et la question de la langue est une question aussi politique. D'accord ? Donc il y a des politiques linguistiques, c'est-à-dire les États, à un moment donné, alors c'est un élément très important, juste après l'indépendance, il y avait des politiques d'arabisation. Hein ? Par exemple au Maghreb, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les États ont dit, bon ben, les Français sont partis, maintenant il faut qu'on instaure l'arabe. Et il y a même des écrivains qui ont dit que la littérature francophone ne va pas durer à l'époque, hein, dans les années 60 notamment. Mais la réalité, c'est qu'on continue à écrire dans n'importe quelle langue, en fait. Et le français fait partie du paysage, il est là, il s'impose, on le choisit aussi, suivant les cas, et c'est pas parce qu'on a décidé de plus écrire en français ou d'écrire dans une autre langue qu'on va dire des choses différemment, etc. C'est-à-dire que la langue, c'est un outil que l'écrivain modèle et façonne à sa manière. Il y a un autre écrivain sur lequel j'ai travaillé, un poète amazigh, marocain, qui s'appelle Mohamed Khaireddine, qui a cette expression très intéressante, je trouve, et qui dit « On peut fonctionner dans toutes les langues, à une seule condition, savoir le faire. » D'accord ? Donc, à partir du moment où on maîtrise une langue, on a le droit d'écrire dans cette langue et on a le droit de s'exprimer dans cette langue. Alors, j'aimerais aussi peut-être faire quelques petites... Alors, avant de faire quelques petites remarques sur la francophonie, je vais vous lire 3 vers d'un autre poète marocain qui s'appelle Abdellatif Lahabi.
que j'avais eu le plaisir d'inviter ici à Oxford en 2017, il me semble, 2018. Il a un poème très, 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 très beau qui s'appelle « La langue de ma mère ». Il dit « Aujourd'hui, quand je suis seul, j'emprunte la voix de ma mère. Ou plutôt c'est elle qui parle dans ma bouche, avec ses jurons, ses grossièretés et ses imprécations. Je n'ai pas vu ma mère depuis 20 ans, mais je suis le dernier homme à parler encore sa langue. » Alors ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il estime quelque part qu'à force d'écouter sa mère, aujourd'hui quand il écrit en français, sa mère ne parlait pas, n'écrivait pas, ne parlait pas le français, mais lui, dans son français, il a des échos et des résonances de la langue que parlait sa mère, c'est-à-dire le dialecte marocain, d'accord, dont je parlais tout à l'heure. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Jane, Jane a parlé de francophonie et de littérature francophone. Je pense que c'est très important aussi de dire quelques mots sur la notion de francophonie et de littérature francophone ou d'écrivain francophone. Alors souvent, on dit la littérature francophone, mais je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas une littérature francophone, il y a des littératures francophones. On a souvent tendance à regrouper, à dire la littérature maghrébine, la littérature africaine ou subsaharienne. Mais en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a autant de littérature francophone peut-être qu'il y a d'écrivains et d'expériences d'écriture. Mais le terme francophone continue malheureusement en France et ailleurs à être marginalisé un petit peu. Hein. C'est-à-dire quand on va dire que quelqu'un est francophone, ça veut dire qu'il est moins bien que français. Alors, il y a un rappel que je fais beaucoup aussi à chaque fois que je parle de ce sujet, y compris avec mes étudiants, c'est vraiment cette idée que est francophone toute personne qui parle, donc tout locuteur du français, et toute personne qui écrit aussi le français, quelle que soit sa nationalité. D'accord ? Bon, pour le dire différemment, un écrivain français est aussi francophone. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas de le dire. Un écrivain français, il est aussi francophone, qui écrit en français, et aussi francophone qu'un écrivain marocain ou ivoirien ou canadien, québécois, etc. Et bien sûr, parce qu'il y a aussi des écrivains français, il ne faut pas l'oublier, qui écrivent dans d'autres langues. Alors ils sont français, mais ils ne sont pas francophones. Ils choisissent de ne pas être francophones, par exemple. Sur la question de la nouvelle génération, alors c'est très important parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de transformations qui se font, etc. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a... alors c'est vrai, il y a un rapport plus détendu avec la question de la langue, qu'on voyait peut-être déjà un petit peu il y a quelques années, parce qu'un écrivain francophone, quand on lui pose la question, quand on lui dit « mais pourquoi vous écrivez en français ?» etc. Généralement, tous les écrivains à qui j'ai posé cette question, quand on leur pose cette question, ils s'énervent. Ils disent « mais pourquoi vous me posez cette question? Je ne veux plus répondre à cette question. » Parce que c'est une question qui a été posée énormément. Pourquoi vous écrivez? Et souvent, ils répondent et ils disent « mais est-ce que vous avez demandé à un écrivain français pourquoi il écrit en français ?» Et la réponse est non. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'un écrivain francophone, entre guillemets, écrit en français à cause d'une raison, parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais souvent, les écrivains repoussent cette question en disant « on a le droit d'écrire dans n'importe quelle langue, on se sent à l'aise avec le français, on a une sensibilité vis-à-vis du français, donc on écrit en français. » Mais ces dernières années, je dirais qu'il y a une tendance vraiment à se libérer un petit peu de la dépendance du français, qu'on voit de plus en plus aussi, dans les pays francophones. Alors, nécessairement, il y a l'ouverture vers d'autres langues, hein, comme l'allemand, l'espagnol et l'anglais, bien évidemment. Il faut aussi garder en tête qu'il y a récemment, dans les pays francophones, dans beaucoup de pays francophones, il y a un retour vers les langues locales aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement pour exclure le français, mais c'est pour un peu redonner un peu plus d'importance aux cultures locales. Alors, par exemple, au Maghreb,
on a tout un débat à l'heure actuelle sur la place de la Darija, ce qu'on appelle la Darija, ça veut dire la langue parlée, la langue de tous les jours. Est-ce qu'on peut écrire en Darija? Est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut utiliser cette langue dans des œuvres littéraires? Et quel est son rôle et quelle est sa place dans la société? Il y a aussi un grand débat et un progrès énorme qui a été fait sur les langues amazighes, les langues berbères dans la région, et qui continue, bien évidemment. Et il y a, en fait, toutes ces questions-là sont liées aussi à la question de l'édition et de la commercialisation du livre. Alors, tout à l'heure, Jane citait l'exemple de Mohamed Bougarsar, que je connais, qui est presque un ami, qui est quelqu'un de très sympathique. Alors, je vais, peut-être en réponse à ce qu'il a dit, par rapport au fait que le centre de la francophonie ne doit pas être, ou n'est plus la France, on n'est plus Paris. C'est vrai, ça peut, enfin c'est ce que tout le monde souhaite, c'est qu'on ait plusieurs centres dans le monde de la francophonie. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que malheureusement, par exemple, du point de vue littéraire et du point de vue des institutions, tout reste centralisé plus ou moins, non seulement en France, mais aussi à Paris. D'accord ? Et par exemple, je vous donne juste l'exemple des prix littéraires. Quand on regarde les prix littéraires, quand on regarde quels sont les livres qui sont publiés, qui sont traduits par la suite, etc., souvent, ce sont des livres qui ont été publiés à Paris par des grandes maisons d'édition qui ont une force de frappe, etc., une présence locale et internationale. Donc je pense que c'est vrai, aujourd'hui il y a aussi un mouvement vers des maisons d'édition africaines, plus délocalisées, plus décentralisées. C'est vrai qu'il y a cet effort-là, il existe, mais je dirais que cet effort doit redoubler en fait pour avoir des résultats. Alors c'est très intéressant le cas de Mohamed Bougarsar parce que son livre a été en fait, le livre pour lequel il a eu le prix Goncourt, il a été publié à la fois en France et au Sénégal. D'accord ? Donc c'est une coédition entre un éditeur français, Philippe Ray, et un éditeur sénégalais, Jim San. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Donc on sent qu'il y a cette ouverture qui commence à se faire progressivement. Mais je dirais qu'il reste beaucoup de travail à faire pour ouvrir les fenêtres et aérer l'espace linguistique et littéraire de manière générale. Voilà, je m'arrête là. Okay. Merci Khalid. Je vais poser 2 ou 3 questions avant de vous inviter aussi à participer au débat. Donc tu as très bien parlé des questions politiques et des questions culturelles soulevées par l'usage de la langue. Je pense aussi au poème de Labi que tu as cité. C'est clair qu'il y a aussi un rapport très affectif à la langue. Et si ça te va, je vais peut-être aussi te demander aussi de nous parler un petit peu de ton rapport à la langue française en choisissant d'écrire tes romans en français et non pas en arabe ou en anglais. Donc, quelle est ton attitude, tes sentiments affectifs envers la langue? Oui, merci. C'est une question très importante. En fait, je pense qu'effectivement, il y a vraiment un rapport affectif à la langue parce qu'on se sent proche d'une langue, on se sent capable de s'exprimer dans une langue pour dire certaines choses dans une langue et peut-être ne pas être capable ou être moins capable de dire certaines choses dans d'autres langues. Alors moi, par exemple, au regard de mon parcours, parce que j'ai lu, je fais partie de ces personnes dont je parlais tout à l'heure, qui ont lu la littérature française, les grands écrivains français quand j'étais jeune, donc j'ai été quelque part nourri par la littérature française et j'ai commencé à écrire, alors c'est très intéressant, parce que j'ai commencé à écrire quand j'étais jeune en arabe classique, hein, notamment parce que mes parents sont des enseignants d'arabe, donc à la maison il y avait toujours des livres d'arabe, des romans, etc. Donc j'ai commencé à lire en arabe et à écrire en arabe, mais très vite, le français est devenu un peu mon jardin, c'est-à-dire je me suis retrouvé moi-même en français. Et donc naturellement, j'ai commencé à écrire des textes en français. Et donc c'est comme ça que j'ai fait un peu la transition de l'arabe classique vers le français. Et en fait, il y a une relation affective, effectivement, qui s'est construite avec le français. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai envie d'écrire une histoire, ou si j'ai envie d'écrire un roman ou un livre de la création littéraire, je vais le faire nécessairement en français. Plus tard, il y a l'anglais qui est arrivé,
Mais mon rapport à l'anglais est très intéressant parce que l'anglais, je l'ai rencontré, je l'ai appris d'abord pour des raisons fonctionnelles, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller vers d'autres pays, etc. Et ensuite, mon rapport avec l'anglais, c'était à travers les ouvrages académiques, la recherche. Voilà. Donc c'est une langue qui est restée une langue de travail, une langue de recherche, et donc pas nécessairement une langue de création, pas nécessairement une langue d'imaginaire, pour moi en tout cas. Mais j'ai des amis, par exemple, qui ont lu Shakespeare, ou Eliot, ou d'autres exemples, et eux, ils ont un imaginaire anglophone. Donc eux, pour eux, c'est l'anglais qui est la langue de la création. Mais récemment, j'ai essayé un petit peu d'essayer de revenir un peu vers l'arabe, parce que j'avais l'impression que j'avais oublié ou j'avais mis de côté l'arabe. Donc je suis toujours, tous les jours quasiment, ou dès que je peux, j'essaie de lire un peu d'arabe, j'essaie de revenir un petit peu, de renouer avec l'arabe. Récemment, j'ai traduit un tout petit livre d'un penseur sénégalais très très intéressant qui s'appelle Felwine Sarr, que vous connaissez peut-être, qui avait écrit un livre qui s'appelle Afrotopia, et qui est actuellement professeur à Duke. Et c'est un tout petit livre qui fait 30 pages ou 40 pages, mais je l'ai traduit en arabe parce que je me suis dit, c'est un bon exercice pour essayer de retravailler, de mettre un peu d'huile dans mes engrenages arabes. Voilà. Mais disons que forcément, quand on grandit dans une société plurilingue, je passe d'une langue à l'autre. Mais en même temps, les langues, pour moi, sont aussi nécessairement dans des fonctions, dans des espaces bien déterminés. C'est intéressant. Tu as dit que le français, dans un certain sens, c'était ton jardin. Ouais. Mais si on regarde le titre de ton premier roman, le roman étranger, on dirait qu'il y a quand même... Enfin, il s'agit dans le roman d'une expérience d'aliénation, en fait, à Paris, avec la recherche de la carte d'identité et tout ça. Donc, c'est à la fois ton jardin et aussi, il y a quand même une sorte d'éloignement ou un sentiment d'étrangeté. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas. En fait, on a beau se sentir à l'aise dans une langue, quand on commence à écrire, enfin du moins en ce qui me concerne, dès que je commence à écrire, il y a beaucoup de souffrance qui vient, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'expériences personnelles que je mets un petit peu en scène dans les livres, et aussi parce que je conçois aussi l'écriture comme un témoignage sur un sujet particulier, sur une expérience. Alors pour le premier livre, effectivement, pour le premier roman, l'idée c'est parce que je vivais à Paris à l'époque et comme tout étranger, je devais aller renouveler ma carte de séjour. Donc tous les ans, il fallait que j'aille préparer les documents, aller à la préfecture, etc. Et je me suis rendu compte très vite en fait que les gens ne connaissaient pas ou pas grand-chose de ce que c'était qu'une carte de séjour. Alors, dans d'autres pays, ça peut prendre d'autres noms, hein, mais des cartes de résidence ou des titres de séjour, etc. Et je me suis dit, je vais faire un roman sur ça, en racontant un petit peu toute la tension, toute l'angoisse que ça implique. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il y a aussi une angoisse quand on écrit, automatiquement. Parce que quand on écrit, on n'a pas de garantie. On ne sait pas ce qu'on écrit. On écrit un petit peu et on se dit, mais est-ce que ça va donner un livre? Est-ce que je ne suis pas en train de tourner en rond, etc. Et donc, ça m'intéressait cette manière de mettre en parallèle la carte de séjour et l'écriture et le roman. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir une pièce d'identité et comment est-ce que l'identité peut aussi se refléter dans la manière dont on écrit, en fait. Donc c'est comme ça que ce roman, il est un petit peu... Et puis il y a une histoire d'amour aussi dans le roman pour compléter le triangle, voilà. Et nous avons juste une dernière question. Nous avons tous les deux parlé du fait qu'il peut y avoir des traces d'autres langues au sein de la langue française, comme chez Assi Djeba ou Abdelkader Khatibi, par exemple, ou Glissant. Est-ce que toi, tu as mis peut-être des traces de langue arabe ou même anglais dans tes romans français? Alors, non, pas des mots. Pardon. Non, pas de mots. Pas de mots. Je l'ai lu, il n'y a pas de mots, mais est-ce qu'il y a des rythmes, ouais.
Alors, présence, en quelque sorte. alors effectivement, j'ai pas de mots, j'ai pas mis de mots étrangers, mais la question du rythme est très intéressante parce que, en fait, et je pense que là, c'est des choses, en fait, on se dit pas, je vais écrire dans un rythme marocain ou je vais écrire dans un rythme arabe, etc. Mais je pense que ça se fait de manière spontanée, de manière presque imperceptible dans le texte. Je m'explique. Par exemple, dans les 2 livres, j'écris beaucoup un peu en fragments, en morceaux. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle le ressassement. Ça veut dire que je parle d'une chose et je reviens à cette chose pour préciser, clarifier, nouer un petit peu les choses, les rendre un peu plus complexes. Je pense que ça doit être aussi, il doit y avoir des échos et des résonances culturelles. Par exemple, je pense, juste comme ça, surtout dans le 2e livre, il y a la référence un petit peu à la chanson, au poème, à la poésie populaire, à cette manière qu'on a, par exemple, de répéter des refrains dans une chanson. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette manière-là de construire un peu un livre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on construit un livre? Alors, surtout avec le 2e, parce que le 2e, il est écrit vraiment en morceaux, en fragments, mais il y a une histoire. Et ça part si je peux dire peut-être 2 mots sur le 2e, ça part vraiment d'une histoire tragique, mais vraie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017, à Venise, parce que le roman s'appelle « Évocation d'un mémorial à Venise ». En fait, à Venise, en 2017, il y a un réfugié gambien qui s'est jeté dans le grand canal de Venise, dans l'eau, et qui s'est malheureusement noyé devant les regards des gens, et il y avait même malheureusement des insultes. Il y avait des personnes qui l'avaient insulté pendant qu'il se noyait. Et en fait, le roman, cette affaire-là m'avait beaucoup marqué, mais je me suis dit comment écrire à partir de ce drame, en fait. Et l'idée que j'ai eue, c'était un peu de reconstruire un petit peu sa trajectoire à travers le regard d'un écrivain, d'un jeune écrivain, qui va aller enquêter un peu, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc forcément, ça m'a appris, on parlait tout à l'heure de culture, de francophonie, de langue, etc. Par exemple, c'est grâce à ce livre-là que j'ai appris énormément de choses sur un pays, la Gambie. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des pays qu'on connaît très peu malheureusement. Je ne sais pas dans la salle qui connaît la Gambie, mais alors on connaît peut-être un peu plus le Sénégal, on connaît peut-être la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et puis aussi ce qui m'intéressait moi, en tant qu'écrivain maghrébin, francophone, c'était aussi de briser un peu cette frontière qu'on met souvent entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et donc le roman, c'est aussi une manière de dialoguer entre le nord de l'Afrique et la partie subsaharienne du continent. Et ça m'a forcé quelque part à me déplacer et aller vers quelque chose que je ne connais pas ou que je connais très très peu. Donc je pense que c'est aussi des éléments, aussi des exemples de la manière dont les cultures ou la question culturelle peut arriver dans un livre en fait. Et c'est pas forcément la rencontre entre 2 langues ou 2 cultures, il y a plusieurs en fait. Tout à fait, exactement. Et puis ça peut ne pas se faire par les mots. En fait, il y en a qui mettent des mots, c'est vrai, mais ça peut se faire au niveau du rythme, comme tu as dit, Jane, mais ça peut aussi se faire au niveau de l'inspiration, au niveau de la portée culturelle, politique du livre. Et la question de la migration et des migrants de manière générale, même si j'aime pas trop ce mot de migrant parce qu'il a été utilisé à tort et à travers. Et j'en parle d'ailleurs dans le livre parce que je dis comment quand on parle de migration et de migrants, on parle beaucoup de statistiques et on parle beaucoup de chiffres. Hein. Et quand on regarde les informations, on dit bon, ben, telle embarcation avec un nombre de victimes, etc. Et on passe à autre chose. D'accord ? Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était cette manière de dire il faut qu'on s'arrête et qu'on s'intéresse vraiment à ces vies et aux vies de ces personnes-là. Voilà. Essayer de faire ça à travers l'écriture. Ok, c'est très intéressant. Je pense que peut-être maintenant on va ouvrir le débat à la salle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi speak in English as well, it's fine. You can have both languages. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux me permettre de poser la première question? D'abord, merci encore une fois. Est-ce que, je vous entends parler donc, dans le monde de la francophonie, est-ce que c'est un mal particulièrement francophone
les Anglais ont aussi un passé colonial. Pourtant, ils ne se posent pas la question de savoir, on se pose beaucoup moins la question de savoir si la langue est un problème, un choix politique dans la littérature. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi la langue française en particulier? Tu veux... Je pense qu'il y avait peut-être une différence dans la politique coloniale française à la politique coloniale anglaise. Donc les Anglais ont fait des choses affreuses, mais en fait il y avait un peu moins cette idée de mission civilisatrice où on allait essayer d'enseigner la langue anglaise pour améliorer l'esprit des colonisés. Donc il y a peut-être cette histoire où il y avait la langue pour le colonialisme français jouait un rôle très important. Et peut-être c'était un petit peu différent, il y avait c'était un petit peu moins, ça faisait un peu moins partie de la colonisation anglaise. Et en même temps, peut-être c'est vrai que maintenant, il y a la question de défendre la langue française contre l'anglais. Donc l'anglophonie globale qui est aussi une sorte d'invasion. Donc il y a aussi cette question de protection de la langue française. Donc il y a un autre contexte, d'autres questions politiques qui sont présents. Oui, et puis je pense qu'on l'a vu aussi, je pense que par exemple, votre question me fait penser au moment en 2007, quand on a parlé de littérature monde. Ah oui. Donc les manifestes, quand il y a eu ce manifeste pour une littérature monde en français. En français, voilà. Parce qu'on parlait de world literature, mais exactement. Pas forcément en anglais. Voilà. En fait, souvent on présumait que c'était en anglais. On ne disait pas la phrase world literature en anglais, world literature. Mais en français, et en français, c'était pour une littérature monde en français. Voilà. Et donc, quand il y a eu la tribune, parce que c'était une tribune qui a été signée par 44 écrivains dans le monde, donc quotidien français très important, c'était vraiment pour une littérature monde en français. Et après, ils ont fait un livre, et le titre du livre, c'était pour une littérature monde. Donc le français avait disparu. Mais en fait, on parlait de la langue française voilà. dans les livres. Mais il y a une remarque qu'il faisait qui était très intéressante, à la fois dans la tribune et dans le livre, c'est que je pense que la littérature anglaise a fait un meilleur travail en termes de reconnaissance des voix, on va dire, internationales et des voix mondiales. Alors qu'en France, ça a été très très lent à se faire. Et puis même quand on le voit, quand il y a une voix justement francophone qui est reconnue, célébrée, etc., il y a toujours un air de suspicion, un peu. Il y a toujours un côté, il y a toujours un regard un peu douteux sur le projet, sur l'écriture, etc. Alors c'est très intéressant, par exemple, quand on va dans des librairies en France, si on cherche les auteurs francophones, alors souvent on ne va pas les trouver sur les premières tables. On va les trouver au fond de la librairie. Alors, il y a une table francophonie. D'accord ? Mais c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où un écrivain ou une écrivaine est reconnu par un prix littéraire prestigieux, etc., souvent cet écrivain devient d'un coup français. Et donc on le trouve sur la première table. Et donc il y a des questions comme ça, comme je disais tout à l'heure, de hiérarchisation qui, je pense, font énormément de mal à la littérature et font énormément de mal au français, de manière générale, en tant que langue, parce que ça enferme la langue, justement, dans des sortes de classements, alors que, normalement, on est tous logés à la même enseigne. À partir du moment où on écrit, on pratique une langue, ça doit être beaucoup plus équilibré, on va dire. Voilà. Je pense qu'il y a une question au fond, tout à l'heure. Ouais. Okay. Je vais essayer en français. Si vous voulez traduire vos romans en arabe déjà, est-ce que vous le feriez vous-même ou ce serait quelqu'un d'autre? Est-ce que ce serait en arabe classique ou en arabe déjà? C'est une très bonne question. Déjà, je ferai pas moi-même la traduction, non, parce que je pense que c'est très difficile, parce que pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, ça veut dire quand on écrit quelque chose, quand on écrit un texte, et je pense que c'est valable pas que pour le roman, je pense que c'est valable même quand on fait un travail théorique ou d'essai, on a une certaine distance avec ce qu'on écrit, et c'est très difficile de dire je vais réécrire la même chose en traduisant. C'est extrêmement compliqué, vraiment.
J'ai écrit récemment quelques poèmes en prose dans un tout petit livre qui est sorti récemment à Bruxelles, en Belgique. Je l'ai fait avec une amie. On a travaillé ensemble. Elle a fait les photographies. Moi, j'ai fait les textes. Et en fait, elle me disait, il faut que tu le traduises en anglais. Et j'ai dit, non, je peux pas. Je vais pas y arriver parce pour moi, il faut que ce soit un poète aussi qui vienne et qui lise les textes pour pouvoir les traduire. Mais votre question est aussi intéressante par rapport à la langue, c'est-à-dire traduire en Darija ou en arabe classique. Je pense que la question derrière, c'est la question de l'audience, du public. C'est une question très importante. Je sais que par exemple, un livre qui va sortir en arabe classique, en arabe littéraire, va pouvoir être lu au Liban, en Égypte, en Jordanie, etc. D'accord ? Ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas d'un livre écrit dans un dialecte local. Mais je sais aussi qu'un livre dans un dialecte va toucher beaucoup plus des gens qui peut-être n'ont pas une connaissance de la langue. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça montre finalement que quand on écrit, on fait un choix. Et dans ce choix, on choisit en fait de s'adresser à un lectorat, à un groupe, et de s'exclure aussi d'un autre groupe, ou peut-être d'autres groupes. Et donc, c'est comme ça. On est obligé de fonctionner dans une langue. Et ça vient avec un prix. On paie le prix de ce choix. Oui, et le fait que tu ne voulais pas traduire en arabe parce que ce serait peut-être un autre texte, ça suggère que c'est aussi la langue qui forme un peu l'écriture, qui forme le contenu. Bien et si on écrit dans une autre langue, en fait, ce serait une autre histoire, d'autres idées, d'autres sentiments. Bien sûr, complètement, tout à fait. En fait, il y a un travail qui se fait à un moment donné quand on écrit. Bien sûr, on écrit sur un sujet. On a un sujet en tête, on décrit une scène où on veut dénoncer quelque chose, où on veut rendre compte d'une histoire, etc. Mais on se rend compte très très vite qu'on est en train de se battre avec la langue, en fait. C'est-à-dire que c'est la langue, effectivement, comme tu viens de dire, qui inspire un petit peu le texte, qui porte le texte. Hein. Et si on change de langue, on change de texte, forcément. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous écrivez en amazigh aussi bien qu'en arabe ou toujours en arabe et en français? Alors moi malheureusement non, je ne parle pas amazigh, même si je devrais, parce que ma mère vient d'une région amazigh. Mais elle a gardé que quelques mots en fait, parce que disons que le travail de transmission de mes grands-parents n'a pas été fait comme il devait l'être. Donc c'est quelque chose que, voilà, j'ai quelques mots qui sont rentrés dans notre langage quotidien, mais non, j'écris principalement donc, dans 3 langues, donc français, anglais et arabe. Alors beaucoup en français, un peu en anglais et très très peu en arabe. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'essaie un petit peu d'équilibrer un peu, de revenir vers d'autres langues. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on développe des habitudes en fait. Voilà. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, pour écrire une histoire, pour écrire une nouvelle, un récit, je vais tout de suite penser au français parce que je suis plus à l'aise dans cette langue. L'arabe va me demander beaucoup plus de travail. C'est marrant parce que l'arabe, j'ai l'impression, parce que j'ai grandi en lisant l'arabe, etc., j'ai l'impression qu'il est là, il existe, mais il est un peu caché. Il y a des choses qui sont venues s'entasser par-dessus. Beaucoup de français, peut-être. et donc, en fait, pour travailler en arabe, j'ai besoin de creuser. Voilà. Alors que l'anglais est une langue, pour moi, du moins, que je trouve très directe, en fait. Très, j'allais dire... c'est pas vrai, mais froide. Mais non, pas nécessairement. C'est ton rapport avec. C'est mon rapport. Ouais. Non, mais je suis complètement subjectif parce que justement parce que c'est comme ça que je l'ai connu. C'est comme Assia Djaba, elle dit qu'elle a jamais pu écrire ou dire des mots d'amour en français. Parce que pour elle, c'était la langue du colonialisme, de la clarté, de la rationalité. Elle dit même que c'est comme si on montre trop quand on parle français. Et donc c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Mais on a tous des rapports un peu comme ça, subjectifs.
à la langue. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec l'arabe, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, on a cette vision que dans le monde arabe, quand on dit langue arabe ou arabe classique, on pense tout de suite à la langue sacrée, à la langue du Coran, par exemple. Mais c'est une manière réductrice de voir la langue arabe, parce que la langue arabe, ce n'est pas juste la langue du Coran. C'est aussi une langue littéraire, c'est aussi une langue poétique. La poésie arabe est magnifique, est extrêmement belle, mais disons qu'il faut avoir les outils justement pour pouvoir l'admirer et pour pouvoir la sentir.